Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, toujours dans le cours de l'hypertension portale, toujours en module de gastrologie. Aujourd'hui, on va continuer notre enchaînement du cours et on va entamer les manifestations cliniques. Vous allez trouver toujours, comme d'habitude, tous les liens dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, chers amis, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas, un j'aime, un maximum de partage afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, premièrement, ou bien maintenant, les manifestations cliniques de l'hypertension portale. Après qu'on avait vu la physiopathologie qui était un chapitre très important, maintenant la clinique et on va entamer les manifestations cliniques. Donc, comment va se manifester l'HTP, l'hypertension portale? Premièrement, les circonstances de découverte. Et l'hypertension portale, elle est découverte fortuitement à l'occasion de, soit, premièrement, de complications. Donc, et les complications sont l'hémorragie digestive qui est due, comme illustré à gauche, aux varices œsophagiennes, qui est la complication la plus grave. Ça, c'est à noter. La complication la plus grave de l'hypertension portale, à craindre le maximum, c'est l'hémorragie digestive haute. Elle est mortelle, malheureusement, par rupture de varices œsophagiennes. Deuxième complication, c'est l'acide, qui est illustré là, et l'encéphalopathie hépatique, donc qui est une complication neurologique qui est un signe d'alarme. L'encéphalopathie hépatique, donc c'est l'augmentation de taux de toxines qui vont pénétrer la barrière hémato-encéphalique et ça va causer une aggravation ou bien des signes neurologiques et qui vont témoigner malheureusement de la gravité et la sévérité de l'insuffisance hépatique pendant l'hypertension portale. Bien sûr, ces circonstances de découverte, ils sont aussi mettre en évidence devant une circulation veineuse collatérale. On avait vu ça précédemment dans la physiopathologie. Devant aussi une splénomégalie. La splénomégalie va témoigner aussi, ou bien peut-être révélatrice d'une hypertension portale qui est en train de se manifester. Ou bien elle peut être découverte fortuitement devant un bilan systémique. Donc, HTP peut être découvert devant un bilan systémique, ou bien le suivi d'un malade connu comme cause possible d'hypertension portale. Les varices œsophagiennes, je répète, sont mis en évidence devant l'endoscopie œsogastro-duodénale, le OGD. Donc, là, voilà des varices œsophagiennes qui sont le risque de saignement, je répète, la complication qu'on craint le maximum, un hypersplénisme. Et on avait vu ça précédemment dans la physiopathologie. La splénomégalie peut évoluer vers et devenir un hypersplénisme monstrueux. C'est la rate qui va consommer les trois lignées. Je répète, ça c'est à noter. Les trois lignées sanguines, elle va causer une pancytopénie, la diminution de lignes érythrocytaires, globules rouges, la diminution de la lignée leucocytaire, les globules blanches, et même la diminution de taux de plaquettes. Et on va aborder ça avec détail en module d'hématologie très prochainement dans les pancytopénies. Donc, thrombopénie avec anémie et leucopénie, ça s'appelle, cette triade-là, elle est appelée la pancytopénie. C'est la diminution des trois lignées et elle peut être mise en évidence devant un hémogramme. Donc, tout ça, ce sont des cas de découverte d'une hypertension portale. Et bien sûr, devant les signes radiologiques, l'échographie, on peut, comme on a vu précédemment, ça c'est de l'hypersplénisme, et on peut noter, comme vous voyez là, dans l'écho Doppler. Donc ça serait un récapitulatif de la physiopathologie. Donc c'est l'augmentation du diamètre de la veine porte au-delà de 15 mm. C'est pour cela on a insisté sur de la physiopathologie, mieux connaître la physiopathologie. Donc c'est facile de reconnaître les signes cliniques, les complications et même faire une conduite thérapeutique. Donc ça, premièrement, les circonstances de découverte. Deuxièmement, l'examen clinique. Qu'est-ce que vous allez trouver dans votre examen clinique? Et c'est bien sûr, premièrement, la circulation veineuse collatérale. C'est un cercle, c'est un signe qui est très important, mais il est inconstant. Donc, on ne trouve pas toujours la circulation veineuse collatérale.
Cette circulation veineuse collatérale, elle est due à la dérivation comme on a vu précédemment. Cette dérivation peut se passer dans plusieurs territoires. C'est pour cela qu'on explique les varices rectales, on explique la déviation vers la veine rénale gauche, et même on explique les varices gastriques. Et lorsque, ça c'est à noter, c'est le syndrome de Crevelier-Baumgarten. Donc, ça c'est le syndrome de Crevelier-Baumgarten. C'est la dérivation vers quelle veine? Vers la veine ombilicale. Donc, si la déviation, je répète, elle se fait vers la veine ombilicale, on va noter là, et c'est rarement, donc c'est pas plus fréquemment. Donc, on va noter le syndrome de Crevelier-Baumgarten, qui est la dérivation de la circulation vers le système ou bien de la veine ombilicale et qui va entrer une dilatation veineuse qui est très importante au niveau de réseau ombilical. Et c'est très facile à diagnostiquer. Donc, voilà, en TDM, donc on note la augmentation du taille de réseau veineux, surtout ombilical. Ça, c'est le fameux syndrome de Crevelier-Baumgarten. Notez-le bien, il est témoignant d'une hypertension portale. Et très rarement, comme on avait vu dans la physiopathologie, on peut noter des varices rectales. Ils sont recherchés pendant un toucher rectal ou de l'aniscopie. Mais faites attention à les confondre entre les hémorroïdes. Donc, je répète, on note des varices rectales, on note pas des hémorroïdes. Faites attention dans vos cas cliniques. Faites attention dans vos QCM. Les varices rectales, c'est pas la même signification des hémorroïdes. Et on va aborder les hémorroïdes très prochainement dans le troisième chapitre avec détail. Deuxièmement, le deuxième grand signe classique de l'hypertension portale, c'est de la splénomégalie. Donc la splénomégalie, c'est le deuxième plus grand signe après la circulation veineuse collatérale. Donc, c'est la circulation veineuse collatérale qui est le signe le plus fréquemment répandu dans l'examen clinique. Les varices. Et troisièmement, ou bien deuxièmement, c'est la splénomégalie. C'est le deuxième grand signe classique répandu devant l'hypertension portale. Mais elle peut être manquante aussi. Donc, c'est pas toujours constant. Donc, elle peut être isolée sans autre signe d'hypertension portale. Cette splénomégalie. Voilà la splénomégalie, ça nous fait rappel à la sémiologie de la palpation. Une rate, donc toute rate qui est palpable, c'est une rate qui est pathologique. La rate, elle est normalement non palpable, elle est limitée au rebord costal. Donc ça, on a vu précédemment de la sémiologie. Donc, elle entraîne rarement des douleurs de l'hypochondre gauche et parfois elle est responsable de l'hypersplénisme. Donc on avait dit que la splénomégalie peut évoluer vers l'hypersplénisme. C'est la rate monstrueuse qui va phagocyter ou bien qui va détruire, qui va causer de la pancytopénie. Donc si on résume la clinique, c'est très facile de poser le diagnostic de l'hypertension portale devant les signes qui sont très flagrants. Très flagrant, c'est la circulation veineuse collatérale. Faites attention au syndrome de Crevelier-Baumgarten. Salutation de la veine ombilicale. C'est rare, mais il peut s'agir là. L'acide est répandu, mais pas totalement. Donc l'acide, elle est répandue lorsqu'il existe de cirrhose. Notre prochain, intitulé notre prochain cours. La splénomégalie qui peut évoluer, je répète, vers l'hypersplénisme. Et ça va être rencontré dans le bilan, donc dans l'hémogramme, dans la pancytopénie. Donc la clinique, c'est le plus facile possible si vous connaissez les signes. Passons maintenant à la paraclinique. Et le premier examen paraclinique, c'est la radiographie du thorax. Premier examen clinique à faire, ça c'est à noter. Dans la radiographie thorax, qu'est-ce qu'on va noter? Ça c'est à retenir une dilatation de la crosse de la veine azygos au-dessus de l'origine de la branche souche droite. Donc une dilatation de la crosse de la veine de azygos, ça va témoigner d'une hypertension portale. Faites attention, la radiographie, elle peut être contributive comme examen paraclinique pour l'hypertension portale. Ça semble un peu lointain, mais elle peut mettre en évidence une dilatation, je répète, de la crosse de la veine azygos et
et témoignent d'une hypertension portale. Comme examen paraclinique, on peut prescrire aussi du transit parité œsogastro-duodénal et l'échographie. Donc, c'est là où on va noter les signes d'hypertension portale. Et on avait vu ça précédemment. Donc, l'échographie, c'est l'examen qui nous permet de mettre en évidence tous les signes radiologiques qui sont la dilatation de la veine porte au-delà de 15 mm, le plus qui va se transformer de façon hépatopède vers une façon qui est hépatofuge, ça c'est à noter. La dérivation vers la veine ombilicale, vers les veines gastriques, les varices gastriques, les varices périspléniques ou bien la dérivation périsplénique, et bien sûr la splénomégalie et de l'acide. Tout ça, ce sont des signes qu'on peut mettre en évidence dans l'échographie. Donc, la radiographie du thorax, les contributifs, ça va nous montrer, je répète, une dilatation de la veine azygos. Ça, c'est à noter. Le transit barité œsogastro-duodénal. Aussi, il peut mettre en évidence la dilatation ou bien des varices œsophagiennes, comme illustré là. Les varices œsophagiennes vont passer de plusieurs stades. À un stade très évolué, ils vont causer la sténose au niveau de la cardia. Donc, le transit barité œsogastro-duodénal peut être contributif. Faites attention en vos cas cliniques. Donc, la radiographie du thorax, premièrement, on va noter la dilatation de la veine azygos. Le transit œsogastro-duodénal peut montrer une sténose qui est témoignant d'une dilatation ou bien des varices œsophagiennes ou des varices gastriques. L'échographie, le maître examen clinique qui va montrer une liste des signes radiologiques on avait vu ça précédemment dans la physiopathologie. Dilatation des veines portes, le débit sanguin qui va devenir hépatofuge, thrombus au niveau de la veine porte, là, les varices ou bien les dérivations, les déviations vers les veines ombilicales, la veine gastrique gauche, et même la dérivation rénale directe, comme on a vu précédemment, la splénomégalie et même parfois de l'acide. Donc, 3 examens cliniques sont contributifs. Et quatrièmement, c'est l'endoscopie digestive haute qui va confirmer l'hypertension portale avec l'existence, bien sûr, des varices. Ces varices peuvent être des varices œsophagiennes, des varices gastriques et même, on peut noter même des varices qui sont ectopiques. Ces varices ectopiques peuvent être dans de localisation duodénale et même jugénale. Donc, on va finir, ou on peut conclure notre examen paraclinique par l'endoscopie digestive haute qui va nous permettre de montrer, bien de voir les varices œsophagiennes, les varices gastriques et parfois des varices ectopiques. Donc, varices œsophagiennes, ce sont les plus dangereuses, avec un risque de saignement ou bien d'hémorragie qui est très imminent. Des varices gastriques au niveau cardial ou tuberositaire, ce qui va, je répète, qui va causer au niveau du transit barité une sténose au niveau de la cardia. Et même des varices ectopiques. Ectopique veut dire en dehors de l'estomac ou de l'œsophage. Ce sont de localisations duodénales, jugino-iliales, même coliques et principalement des varices, bien sûr, rectales. Je répète, varices rectales et pas des hémorroïdes. Ça, ce sont tous les points forts à retenir d'après vos examens cliniques et examens paracliniques. Vous devez être très précis pour poser le diagnostic de l'hypertension portale. Donc, radiographie thorax, suivie par un transit œsogastro-duodénal, l'échographie qui va nous montrer une liste des signes qui sont à retenir, bien sûr. L'endoscopie digestive haute qui va nous montrer les varices. Là, vous voyez, c'est la rupture des varices œsophagiennes. Ça, c'est un saignement en G et c'est un signe de gravité. Et on va aborder ça avec détail dans les hémorragies digestives. D'autres signes d'hypertension portale, comme on avait vu, c'est la gastrite hypertrophique en bien hypertensif en mosaïque. Et on avait vu ça précédemment dans la physiopathologie. Je vous invite à le consulter
Donc, comme vous voyez, les signes, heureusement, devant une hypertension portale sont très alarmants et très faciles à notifier. Donc, ce sont des signes alarmants. Donc, si vous connaissez la clinique, c'est facile de poser le diagnostic d'une hypertension portale qui est confirmée avec ces 4 examens paracliniques. Passons maintenant à quelques manifestations cliniques. Ça, c'est l'angiome stellaire. C'est cet aspect-là, notez bien, c'est parmi les signes cliniques retrouvés devant une hypertension portale ou une insuffisance hépatique. Ça, c'est la fameuse circulation veineuse collatérale abdominale. Ça, c'est le syndrome de Revellier-Baumgarten. Faites attention, c'est moins fréquent qu'une circulation veineuse collatérale, mais aussi les témoignants d'une hypertension portale. C'est la dérivation vers quelle veine? Vers les veines ombilicales. Et comme on a vu, donc, c'est très signalant d'une hypertension portale, une dérivation vers la veine ombilicale. Ça, c'est des varices endoscopiques ou bien des varices œsophagiennes. Et je vous invite à noter les 3 grades des varices œsophagiennes. Donc, au grade 1, les varices vont être effacées à l'insufflation. Donc ça, les varices stade 1. Donc, à l'insufflation du patient, ces varices, ils vont s'affaisser ou bien ils vont diminuer de volume. Grade 2, les varices, ils vont pas s'affaisser à l'insufflation, mais ils vont pas obstruer totalement la lumière œsophagienne. Et le stade 3, comme illustré là au milieu, donc ce sont des varices qui vont faire l'obstruction totale de la lumière œsophagienne. C'est ça ce qui explique, comme on a vu précédemment, le transit parité. Donc, quand vous voyez là, donc, cet aspect-là dans le transit parité, il va refléter les varices œsophagiennes de grade 3, comme mieux illustré là dans l'endoscopie. Donc, vous voyez là la synchronisation ou bien la relation entre le transit parité et l'endoscopie. Donc, ce sont des examens complémentaires qui vont mieux poser ou bien mieux confirmer notre diagnostic. Et je répète toujours, les varices œsophagiennes, surtout en grade 3, c'est à cause des majeures complications qui est l'hémorragie digestive et malheureusement, elle est mortelle. Donc, ça, c'est des varices œsophagiennes. Ça, c'est des varices gastriques. Donc, dans la petite courbure à gauche, là, dans la grosse tuberosité gastrique. Et là, c'est la gastropathie hypertensive. On avait parlé de ça dans la physiopathologie. C'est la gastropathie à mosaïque, un aspect mosaïque. Faites attention, notez ce terme-là bien. Donc, cette gastrite, elle peut être modérée en aspect en mosaïque ou un aspect rouge là. C'est la gastropathie hypertensive sévère à un stade très avancé. Donc, en l'endoscopie, vous notez les varices œsophagiennes. Je vous invite à noter ces stades-là. Vous êtes concerné de les reconnaître, de les stadifier. Notez bien les varices gastriques. Il peut s'agir de varices de la petite courbure, de la grande courbure ou bien de la grosse tuberosité. Et bien sûr, la gastropathie hypertensive. Donc, vous voyez que HTP a un retentissement sur l'estomac, sur le fonctionnement gastrique. Et là, ce sont des varices ectopiques. Donc, ça, c'est des varices duodénales. Ça, ce sont des varices rectales. Faites attention, ils ne sont pas des hémorroïdes, ce sont des varices rectales. Et ça, ce sont des varices coliques. Je répète, le terme ectopique veut dire des varices qui sont hors de l'œsophage et hors de l'estomac. Donc, varices œsophagiennes, varices gastriques, varices, ça c'est la gastropathie hypertensive. Et des varices ectopiques, il peut s'agir de localisation duodénale, rectale et même colique. Notez ça bien. Dernier titre avant de conclure cette partie, c'est les complications. Et pour les complications, ils sont malheureusement multiples. On a des complications mineures et des complications malheureusement majeures. Les complications mineures, c'est pour
Ce sont les troubles digestifs qui sont liés à l'hypochloridrie gastrique, la gastropathie hypertensive portale qu'on a vu précédemment dans les illustrations, les gastrites et les érosions et même parfois des ulcères. D'autres complications qui est mineure, c'est l'hypersplénisme qu'on a vu précédemment. Donc, en complication mineure, je répète, on a gastropathie hypertensive, on a vu juste là. On a de l'hypersplénisme et malheureusement, on a des complications majeures. Et la première complication, comme je vous ai dit, c'est l'hémorragie digestive haute qui est due à une rupture des varices œsophagiennes. Première complication majeure, plus fréquente, malheureusement la plus mortelle, c'est l'hémorragie digestive due à rupture des varices œsophagiennes. Donc, c'est un accident grave qui va survenir au moyen de 3 à 4 ans après le début d'une cirrhose ou bien d'une hypertension portale. Elle a une tendance à élever et à récidiver. Et comme noté dans le support, le risque de mortalité il est élevé et très précoce. Première complication, hémorragie digestive sur varices œsophagiennes dilatées. Deuxièmement, acide. Donc c'est un signe inconstant. Généralement, l'hypertension portale, elle est une condition, ça c'est à noter, condition nécessaire pour l'acide, mais elle n'est pas suffisante. Généralement, pour avoir de l'acide, ça c'est à retenir. Pour avoir de l'acide, on nécessite de l'hypertension portale, mais elle devrait être associée à une hypertension, plutôt une insuffisance hépatique. Donc, c'est de l'hypertension portale associée à une insuffisance hépatique. Ce sont les deux conditions pour avoir de l'acide. Donc, je répète, l'hypertension portale, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour causer de l'acide. Cet acide peut s'installer brutalement ou bien de façon insidieuse. Et cet acide-là, elle va nous donner la troisième complication. Il peut, il peut s'agir là d'une infection du liquide acide ou bien une hémorragie, des diarrhées aussi. Et surtout, les infections, ça peut causer là un choc septique ou bien une septicémie à bacille gram négatif. Je vous invite à consulter le cours sepsis à BGN. Donc, un accès fébrile chez un patient qui est connu d'une hypertension portale ou bien de l'acide, ça va nous faire craindre une infection du liquide d'acide malheureusement et qui est une complication aussi qui est grave. Quatrième complication, c'est l'encéphalopathie hépatique. Donc, c'est augmentation ou bien le foie ne fonctionne pas de façon suffisante. Donc, les toxiques et les métabolites toxiques, ils vont pénétrer au niveau de la barrière hémato-encéphalique et ils vont causer l'encéphalopathie dite hépatique. Donc, quatrième complication, l'encéphalopathie hépatique. Et l'hypertension portale, c'est une condition nécessaire, mais elle est exceptionnellement suffisante. Je répète, on doit l'associer à une insuffisance hépatique. Et on va aborder ça avec détail dans la cirrhose. Donc, quatrième complication à craindre, c'est l'encéphalopathie hépatique. Autre facteur déclenchant de cette encéphalopathie hépatique, c'est les infections, les hémorragies digestives et les médicaments diurétiques ou sédatifs. Et là, je vous invite à noter cette phrase-là. C'est primordial pour vous. Parce que l'encéphalopathie hépatique, c'est une complication majeure, donc elle est déclenchée soit par une insuffisance hépatique, j'espère que vous êtes en train de noter, des infections, du liquide d'acide comme on avait vu précédemment, soit des hémorragies digestives, choc hypovolumique, et même les médicaments diurétiques ou sédatifs lors d'un traitement diurétique. Ce sont des traitements médicaments pour traiter l'acide ou bien pour précaution d'une rupture de varices œsophagiennes. Donc, il peut s'agir là, malheureusement, peuvent être déclencheurs d'une hypertension ou bien d'une encéphalopathie dite hépatique. Donc,
Notez bien les facteurs déclenchants d'une encéphalopathie hépatique. C'est un thème fréquent. C'est une question très fréquemment répondue au niveau des examens. Dernier titre à noter. C'est une complication rare, mais malheureusement, elle est très, très, très grave. C'est l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est l'HTAP, et on va l'aborder ça avec détail. Donc, c'est l'augmentation de la pression, mais cette fois-là au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, et elle va avoir des retentissements cardiaques. Comme vous voyez, c'est la dilatation des cavités cardiaques, et on va aborder ça avec détail dans le module de cardiologie, et c'est une complication très, très, très grave. Donc, si on résume les complications mineures digestives et l'hypersplénisme, les complications majeures, je répète, premièrement, c'est l'hémorragie digestive sur varices œsophagiennes, l'acide qui peut s'infecter et causer un septicémie à basique gram négatif, ça c'est à retenir. Troisième complication, l'encéphalopathie hépatique qui est déclenchée, je répète, par l'insuffisance hépatique, par l'infection du liquide acide, par l'hémorragie digestive, les médicaments diurétiques lors d'un traitement et même les sédatifs. Donc, on craint l'hypertension ou bien l'encéphalopathie hépatique. C'est aussi parmi les complications majeures qu'on craint. Dernièrement, l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire, qu'on va l'aborder en détail en cardiologie. Donc, c'est une complication très rare, moins de 1% des complications, mais elle est très, très grave. Donc, j'espère que vous avez noté les signes cliniques, les examens paracliniques et les complications. Ce sont des thèmes fréquents répondus. Donc, faites attention dans vos cas cliniques, faites attention dans vos QCM. C'est primordial de retenir ces trois titres-là, la clinique, la paraclinique et de la, bien des complications. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la dernière partie de ce cours qui serait intitulée sur les étiologies et bien sûr la conduite thérapeutique devant une hypertension portale. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.